Elle rentrait chez elle par une rue déserte lorsqu'un inconnu est apparu à ses côtés et lui a murmuré qu'elle était en danger. Et ce qui s'est passé ensuite a changé sa vie. Abonnez-vous, dites d'où vous regardez et ne manquez pas les prochaines histoires. La nuit d'automne s'étendait sur la ville comme un voile humide, un souffle presque vivant qui semblait effacer les contours des rues, des immeubles, des silhouettes lointaines. Une brume légère rampait sur le trottoir, s'enroulant autour des lampadaires dont la lumière jaune tremblotait, multipliée en halos irréguliers dans les flaques de pluie. Emily Carson avançait d'un pas pressé, tenant sa veste serrée contre elle pour se protéger du vent qui sifflait dans les arbres. Elle venait de terminer sa longue journée au café, les pieds douloureux, mais l'esprit trop agité pour savourer la perspective du repos. À 22 ans, elle avait parfois la sensation étrange d'être une adulte seulement en apparence, mais encore une enfant sous le regard scrutateur de sa mère, toujours inquiète, toujours aux aguets comme si le monde cachait une menace permanente. Émilie aurait voulu ne penser qu'à son lit et au silence de sa chambre, mais ses pensées glissaient d'une idée à l'autre. Elle songeait à sa mère, Margaret, à ses avertissements incessants, à son obsession pour la sécurité, pour les horaires, pour les précautions. Sa mère l'aimait. Émilie ne doutait jamais de cela. Mais cette affection étouffante, cette inquiétude irrationnelle qui semblait gouverner chaque geste, chaque décision, l'empêchait de respirer pleinement. Pourtant, ce soir-là, malgré son irritation habituelle, elle sentait un frisson d'appréhension sourde de quelque part en elle, comme si quelque chose dans l'air lui murmurait que sa mère avait peut-être raison sans le vouloir. Alors qu'elle tournait dans une rue particulièrement déserte, le bruit régulier de ses pas sur le bitume commença à se mélanger à un autre son. D'abord faible, presque indistinct, il devint plus net au fil de ses pas. Un rythme lourd, masculin, déterminé. Émilie ralentit sans s'en rendre compte, tendant l'oreille, un frisson glacé remontant le long de sa nuque. Elle accéléra aussitôt, mais les pas derrière elle accélérèrent tout autant, comme un écho inquiétant de son propre mouvement. Son cœur battait plus vite, et la rue, pourtant si familière, semblait soudain trop longue, trop ouverte, trop silencieuse. Elle atteignit le carrefour, baigné d'une lumière pâle, et voulut traverser pour atteindre l'avenue plus animée. Mais au moment où elle posait le pied sur la chaussée, une ombre imposante glissa dans son champ de vision et s'arrêta juste devant elle. Elle recula d'un pas brusque, prête à fuir ou à crier, mais la voix qui s'éleva n'avait rien d'agressif. Grave, basse, presque feutrée, elle vibrait d'une tension contenue. « Tu es en danger, dis que je suis ton père et marche à côté de moi, maintenant. » Émilie sentit l'air se bloquer dans sa gorge. L'homme était massif, vêtu d'une veste de cuir sombre, couverte d'écussons qu'elle ne reconnut pas, mais qui évoquait sans hésitation l'univers des motards. Il avait une barbe épaisse, un regard presque perçant, mais dans ses yeux elle vit, contre toute attente, non pas la lueur froide de la violence, mais une urgence désespérée, un besoin de la protéger sans qu'elle comprenne pourquoi. Son premier réflexe fut de faire un pas en arrière, mais quelque chose dans sa voix la retint, comme si son instinct refusait de le classer parmi les menaces. Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. L'homme posa légèrement sa main sur son bras, non pour l'arrêter mais pour la guider, et se positionna de manière à la cacher partiellement derrière lui. Il avançait d'un pas sûr, le corps tendu comme celui d'un animal prêt à défendre sa proie. Émilie sentit la tension dans ses muscles, un état d'alerte si intense qu'il semblait palpable dans l'air. Puis la voiture noire apparut. Elle surgit d'un virage dans un crissement bref, s'arrêta à quelques mètres d'eux et deux hommes en sortirent. Ils n'étaient pas bruyants, pas agressifs en apparence, mais leur simple présence suffisait à figer l'air autour d'eux. Ils observaient Émilie, puis l'homme à ses côtés, leur regard pesant, comme s'ils évaluaient quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. Émilie sentit ses jambes trembler. L'inconnu, lui, ne bougea pas d'un millimètre. Il prit une posture protectrice encore plus affirmée et lança aux deux hommes un regard d'avertissement d'une intensité presque animale. « Je rentre chez moi avec ma fille », dit-il d'une voix calme, parfaitement maîtrisée. Le mot « fille » vibra dans l'air comme une ligne qui se matérialisait entre eux. Les deux hommes échangèrent un bref regard, comme s'ils hésitaient. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient venus, ils remontèrent dans la voiture et la silhouette sombre disparut au fond de la rue. Émilie resta immobile, respirant trop vite,
le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour. L'homme, dont elle ne connaissait même pas le nom, sembla se détendre juste assez pour laisser paraître la fatigue dans ses traits. Il la regarda finalement, ses yeux sombres se posant sur elle avec un mélange de gravité et de soulagement. « Tu devrais rentrer chez toi, et sois prudente. » Elle n'arrivait pas à parler, et même si elle avait pu, elle n'aurait pas su quoi dire. Qui étaient là, ces hommes? Que voulaient-ils? Pourquoi lui? Et pourquoi cet inconnu s'était-il interposé comme s'il avait une obligation envers elle? Tout cela dépassait l'entendement. Lorsqu'il s'éloigna dans la nuit, son pas lourd résonnant sur le bitume, elle ressentit une étrange impression d'abandon, comme si la seule personne capable d'expliquer ce qui venait de se produire disparaissait dans la brume. Le chemin jusqu'à chez elle lui parut interminable. Elle sursautait au moindre bruit, jetant des regards frénétiques derrière elle, incapable de retrouver son calme. Quand enfin elle referma la porte de son appartement, elle s'adossa au bois froid, les mains tremblantes, le souffle court. Elle pensa à appeler sa mère, mais renonça aussitôt. Margaret serait terrifiée, paniquerait, voudrait appeler la police, ou pire encore, l'empêcherait de sortir de la maison pendant des semaines. Non. Émilie ne voulait pas déclencher une tempête sans comprendre d'abord ce qu'elle avait vécu. Elle s'allongea le soir-là, sans trouver le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les silhouettes silencieuses des hommes sortis de la voiture noire, le regard tendu de l'inconnu, sa voix ferme lançant ces mots étranges. « Tu es en danger. » Et même si elle se répétait que la vie reprendrait son cours normal au matin, quelque chose en elle savait que ce n'était que le début. Le lendemain, lorsqu'elle quitta son appartement pour se rendre à son travail, le monde extérieur semblait étrangement changé. Les mêmes rues, les mêmes façades, mais une sensation différente dans l'air, comme si l'ombre de la nuit précédente la suivait en silence. Émilie marcha un peu plus vite que d'habitude, cherchant instinctivement la foule, la lumière, les sons rassurants de la ville éveillée. Puis elle le vit, le même homme, adossé calmement à une moto noire brillante, garé près du café où elle travaillait. Ses bras croisés sur sa poitrine, ses yeux suivant le moindre mouvement autour de lui. Il se tenait là comme s'il avait toujours fait partie du décor, comme s'il ne l'avait jamais quitté de la veille. Lorsqu'il croisa son regard, ce ne fut ni un sourire, ni un salut, mais un signe discret de tête, comme si leur conversation muette continuait à travers le temps. Et dans ce simple geste, Émilie comprit que la nuit précédente n'avait pas été un accident, ni une rencontre fortuite. Quelque chose l'avait suivi, ou avait précédé sa venue. Quelque chose de vieux, de dangereux, et de lié à elle bien plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer encore. Elle sentit un long frisson la parcourir, non de peur cette fois, mais d'une étrange certitude. Une certitude que sa vie venait de changer irrémédiablement, même si elle ne savait pas encore comment. Elle inspira profondément et fit un pas vers l'homme, portée par un mélange de peur et de curiosité. Et sans qu'elle le sache, ce premier pas la conduisait tout droit vers un passé auquel elle n'avait jamais eu accès. Un passé qui s'apprêtait à refaire surface avec la force d'une tempête. Le lendemain matin s'annonçait comme une journée ordinaire, mais pour Émilie, rien ne semblait réellement familier. Le souvenir de l'homme dans la brume, de la voiture noire et surtout de cette phrase résonnant encore dans son esprit, déformait le moindre détail de sa routine. Même le café où elle travaillait, habituellement refuge de lumière et d'odeurs rassurantes, paraissait enveloppé d'une tension invisible. En avançant vers l'entrée, ses doigts glissant nerveusement sur la lanière de son sac, elle sentit à nouveau ce frisson, cette intuition qui lui murmurait que quelque chose l'observait à travers les rues de la ville. Et là, près du lampadaire, se tenait l'homme de la veille, adossé à sa moto. Il semblait presque faire partie du décor, mais Émilie savait qu'il n'y avait rien de banal dans sa présence. Il leva simplement les yeux vers elle, sans sourire, sans un mot. Une simple inclinaison de tête, mais ce geste contenait à la fois une promesse de protection et une inquiétude profonde, comme s'il attendait de s'assurer qu'elle n'avait rien. Émilie sentit un battement étrange dans sa poitrine. Elle voulait lui parler, exiger des explications, comprendre quel rôle elle jouait dans cette histoire qui lui échappait. Mais elle recula intérieurement, comme si les mots auraient dû briser un équilibre fragile, ou pire, attirer encore plus d'obscurité. Toute la journée, elle sentit le regard de l'inconnu, non pas posé sur elle, mais sur les ombres autour d'elle. Lorsqu'elle sortit prendre l'air, elle le vit encore, observant les allées et venues,
comme s'il cherchait quelqu'un ou quelque chose. Elle ignora les questions qui brûlaient ses lèvres, refusa de s'attarder sur l'étrange sentiment de protection qu'elle éprouvait. Au lieu de cela, elle se força à rentrer tôt chez elle, espérant trouver dans l'appartement familier un semblant de normalité. Mais en ouvrant la porte, le simple soupir de soulagement qu'elle s'attendait à ressentir ne vint pas. L'air semblait lourd, presque chargé. Sa mère se trouvait dans le salon, le dos tourné, parlant au téléphone d'une voix basse et précipitée. Émilie s'apprêta à annoncer qu'elle était rentrée, mais les mots de sa mère la figèrent sur place. « Il ne devrait pas être ici, tu comprends? Il ne devrait plus jamais revenir dans cette ville. Je t'avais dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Je ne peux pas, je ne peux plus courir. Et Émilie ne doit pas savoir. » Le cœur d'Émilie se serra. Elle resta immobile, chaque muscle de son corps tendu. Les mots de Margaret étaient couverts d'une terreur qu'elle n'avait jamais entendue chez elle. Une terreur ancienne, vivante, presque palpable. Lorsqu'elle raccrocha enfin, Émilie eut le réflexe de reculer pour faire croire qu'elle venait d'arriver, mais quelque chose en elle se brisa. Toutes ces années de silence, de peur irrationnelle, de règles strictes, et maintenant cette phrase « Il ne devrait pas être ici ». Au dîner, la table était silencieuse, trop silencieuse. Margaret lui posa des questions banales, sa journée, les clients du café, la météo, comme si elle tentait d'étouffer l'angoisse qui transpirait encore d'elle. Émilie répondit mécaniquement, mais son esprit était ailleurs, tendu vers l'idée que sa mère cachait quelque chose de plus grave qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Une fois dans sa chambre, elle sentit que la vérité l'appelait, que quelque chose dans leur passé attendait d'être découvert, même au prix de briser la fragile paix qu'elles avaient construite ensemble. Cette nuit-là, elle fouilla dans les armoires, les tiroirs, les boîtes poussiéreuses gardées dans le grenier. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, seulement qu'elle devait trouver un indice, une réponse, une preuve. Et elle finit par la trouver. Une vieille boîte en fer cabossée, portant encore les traces d'un autocollant déchiré. Elle l'ouvrit, les doigts en tremblant, et sur le dessus, une coupure de journal la fixait comme un regard venu d'une autre vie. Sur la photo, une femme jeune, radieuse, portant un sourire qu'Émilie n'avait jamais vu sur le visage de sa mère. Margaret Carson, debout parmi un groupe de motards, leur veste de cuir décorée de symboles qu'Émilie ne connaissait pas. À côté d'elle, un homme jeune, robuste, aux traits étonnamment proches de ceux de l'inconnu qui l'avait protégé. Émilie sentit son souffle se couper. Sa mère et ce monde qu'elle fuyait depuis toujours étaient liés depuis longtemps. Elle garda la photo avec elle toute la nuit, son esprit traversé de doutes et d'images qu'elle ne comprenait pas encore. Le matin suivant, elle attendit que sa mère soit seule dans le salon, assise devant sa tasse de thé. Le soleil éclairait la pièce d'une lueur douce, presque trompeuse, comme si cette lumière tentait de masquer la tempête à venir. Émilie s'approcha, la photo dans la main, et sans un mot la posa devant elle. Le visage de Margaret se figea, ses yeux s'agrandirent. Sa main trembla légèrement. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis elle ferma les yeux, comme si elle essayait de retenir quelque chose qui se bousculait en elle depuis trop longtemps. Émilie sentit un mélange de colère, de peur et de tristesse l'envahir. Elle avait besoin de comprendre. Elle avait besoin de savoir pourquoi sa mère, celle qu'elle croyait connaître mieux que personne, avait vécu une vie dont elle ne lui avait jamais parlé. Margaret inspira difficilement, puis ouvrit enfin les lèvres. Elle raconta l'histoire qu'elle avait enterrée depuis 20 ans, l'histoire d'une jeunesse partagée avec un groupe de motards, une fraternité dangereuse mais loyale, où la liberté avait un prix. Elle parla de son frère, Thomas Carson, un homme charismatique, respecté mais redouté, qui savait naviguer dans les zones grises de ce monde. Elle parla de Carl Stanton, l'ami le plus proche de Thomas, presque un frère pour lui, et de la vie qu'il menait, mélange d'adrénaline, de risques et de secrets. Puis vint la partie que Margaret avait tenté d'oublier, la mort de Thomas. Un accident, selon la police, mais un meurtre selon ceux qui connaissaient la vérité. L'œuvre d'un homme surnommé Cobra, un nom qui fit frissonner Émilie. Cobra, l'homme que sa mère avait fui, l'homme dont elle parlait au téléphone, l'homme dont elle disait qu'il ne devait jamais revenir. Émilie écouta, figée,
Chaque mot ouvrait une nouvelle brèche dans ce qu'elle croyait être sa vie. Sa mère n'était pas seulement une femme anxieuse, protectrice à l'extrême. Elle était une survivante, une femme qui avait fui un monde violent pour protéger son enfant, mais qui avait laissé derrière elle un passé qui aujourd'hui revenait les rattraper. Margaret termina d'une voix brisée. « Je voulais t'offrir une vie normale, Emily. Je voulais te protéger, mais Cobra est revenu. Je ne sais pas pourquoi, ni ce qu'il cherche, mais je sais qu'il ne faut pas que tu t'approches de cet homme que tu as vu. Pas maintenant. Pas tant que je n'ai pas trouvé une solution. » Emily comprit alors que l'inconnu de la veille, celui qui l'avait sauvée, celui qui surveillait encore depuis sa moto, n'était pas un étranger pour sa mère. Il appartenait à ce passé. Ou pire encore, il en était l'un des derniers témoins. Et quelque chose en elle, un instinct qu'elle n'avait jamais senti aussi fort, lui soufflait que la vérité ne faisait que commencer à se dévoiler, lentement, inexorablement. Elle se leva lentement, la tête pleine de questions qui brûlaient d'actes plus fort à chaque seconde. Elle sortit sur le balcon pour respirer, mais au lieu d'y trouver du réconfort, elle sentit seulement une certitude croître en elle. Celui qui était revenu dans la ville, celui que sa mère craignait depuis 2 décennies, celui que le mot « cobra » résumait comme une menace absolue, n'était plus loin. Et Emily savait, sans comprendre pourquoi, que ce monde ancien, dangereux et rempli de secrets, n'avait pas fini avec elle. Les paroles de sa mère continuèrent de résonner longtemps dans l'esprit d'Emily, même lorsqu'elle tenta de se plonger dans les tâches quotidiennes, même lorsque la ville poursuivit son rythme habituel. Rien n'avait changé aux yeux du monde, mais pour elle, tout semblait transformé, comme si la lumière même s'était modifiée. Le passé qu'elle croyait enfoui sous les silences de Margaret venait d'ouvrir une brèche béante dans le présent, et Emily sentait qu'elle marchait désormais sur une ligne invisible entre ce qu'elle avait toujours été et ce qu'elle allait devenir. Pourtant, elle ne savait pas encore que ce n'était que le début, qu'avant même de pouvoir absorber ces révélations, un autre voile allait se déchirer. Le surlendemain, alors qu'elle se rendait au café d'un pas plus prudent que d'ordinaire, elle remarqua une voiture qui semblait la suivre. 1 fois, 2 fois. Puis à la 3e intersection, elle en eut la certitude. La voiture ralentissait quand elle ralentissait, accélérait quand elle accélérait. Son cœur se mit à battre plus vite et elle tenta de se persuader qu'elle imaginait des choses. Mais au fond d'elle, une peur profonde grandissait, enracinée dans la vérité que sa mère venait de lui dévoiler. Cobra, un mot désormais associé à l'ombre. Elle hâta le pas et prit des ruelles qu'elle n'utilisait jamais, priant pour que ce ne soit qu'un simple automobiliste distrait. Et pourtant, à chaque coin de rue, elle sentait le même regard peser sur elle, même lorsque la voiture semblait avoir disparu de son champ de vision. Elle comprit alors que la menace ne se contentait plus de murmurer. Elle marchait désormais derrière elle. Le soir même, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle hésita à répondre, puis laissa finalement l'écran s'assombrir. Un message arriva aussitôt. Un simple texte. 6 mots. « On sait où te trouver, Emily. » Elle sentit tout son corps se figer, comme si ces mots avaient gelé le sang dans ses veines. Elle recula instinctivement vers le mur du bâtiment, scrutant les alentours avec une fébrilité nouvelle. Elle cligna des yeux une seconde, et un second message apparut. « Tu ne devrais pas rester seule. » Cette fois, son souffle se coupa. Quelqu'un l'observait. Maintenant, ici, à cet instant précis. Elle sentit la panique monter en elle et, sans réfléchir, se mit à courir vers son appartement. Elle n'entendit même pas le brouhaha habituel de la rue, seulement son propre souffle haletant et le martèlement de ses pas sur le trottoir. Quand elle atteignit enfin la porte de chez elle, elle tremblait de tout son être. Mais ce qu'elle trouva à l'intérieur amplifia sa terreur au point de l'étouffer. Le salon était sans dessus-dessous, les coussins éventrés, les tiroirs ouverts, les photos tombées au sol. Rien n'était volé, rien n'était détruit. Tout avait été renversé avec une intention claire, montrer qu'on était entré, qu'on l'avait cherché, qu'elle n'était nulle part en sécurité. Sur la table du salon, posé bien en évidence, un petit carton noir. Elle s'approcha lentement, comme si chaque pas augmentait le poids de son corps. Le carton ne contenait rien d'autre qu'une carte noire avec un symbole gravé au centre. Une tête de serpent stylisée, prête à mordre. Elle comprit instantanément. Cobra. Il savait. Il la ciblait. Et il annonçait le début de quelque chose de beaucoup plus sombre. Les mains tremblantes, Emily prit son téléphone
et appuya sur un numéro qu'elle n'aurait jamais pensé mémoriser. Celui de l'homme à la moto. Elle ne savait pas pourquoi elle avait conservé ses coordonnées lorsqu'il les lui avait données d'un geste rapide quelques jours plus tôt. Peut-être un instinct l'y avait poussé. Peut-être une partie d'elle avait déjà compris qu'elle aurait besoin de lui. Lorsque sa voix grave répondit, elle sentit un poids se briser dans sa poitrine et les mots s'échappèrent d'elle sans contrôle. On est entré chez moi. Ils m'ont suivi. Je ne sais pas quoi faire. Il n'eut besoin d'entendre que sa respiration saccadée pour comprendre la situation. Ne bouge pas. J'arrive. Et la ligne se coupa. Moins de 5 minutes plus tard, on frappa à la porte. Un seul coup, ferme, déterminé, reconnaissable. Lorsqu'elle ouvrit, il était là, Coel Stanton, les traits durcis par une colère silencieuse. En voyant l'état de la pièce, il resta immobile quelques secondes, comme si quelque chose en lui venait d'être ravivé. Puis il posa une main rassurante sur l'épaule d'Émilie. « Prends tes affaires, tu ne dors plus ici. » Elle n'osa pas discuter. Elle prit un sac, quelques vêtements, des papiers, puis le suivit. Ils sortirent par la cage d'escalier arrière, Coel vérifiant chaque étage du regard avant d'avancer, son corps constamment placé entre elle et tout danger potentiel. Lorsqu'ils montèrent sur sa moto, elle sentit pour la première fois depuis des heures l'impression qu'elle n'était plus seule face à cette menace. Le moteur rugit dans la nuit et ils s'éloignèrent rapidement de l'immeuble, laissant derrière eux ce qui avait été son refuge. Ils arrivèrent dans une vieille bâtisse à la périphérie de la ville, un endroit qu'Émilie ne connaissait pas. Il la fit entrer, referma soigneusement toutes les serrures, puis se tourna vers elle. Elle n'avait plus peur de lui, pas après ce qu'elle venait de vivre, pas après la manière dont il s'était comporté. Pourtant, il y avait dans son regard quelque chose d'indéfinissable, une hésitation, comme s'il s'apprêtait à révéler une vérité qu'il redoutait autant qu'elle. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-il, la voix plus basse que jamais. « Quelque chose que ta mère n'a pas pu te dire. Quelque chose que je n'ai pas pu te dire, jusqu'à maintenant. » Il fit quelques pas, le regard fixé au sol, puis ajouta « Thomas Carson, ton oncle, n'était pas seulement mon ami, il était mon frère. Et cela fait de moi ton oncle aussi, Émilie. » Elle entr'ouvrit les lèvres, d'abord incapable de répondre. Les révélations de sa mère s'entremêlaient à celles de Coel, formant une toile dense, presque suffocante. Elle observa l'homme devant elle, celui qu'elle avait pris pour un étranger, pour un sauveur inattendu. Mais maintenant, il n'était plus simplement un protecteur mystérieux. Il faisait partie de son histoire, de son sang, de secrets que sa mère avait jugés trop dangereux pour être transmis. Coel lui raconta alors tout. Comment Thomas avait été tué par Cobra. Comment Margaret avait pris la fuite pour protéger sa fille. Comment lui-même avait disparu dans l'ombre pour éviter d'attirer la menace sur elle. Et surtout, comment il avait surveillé de loin, veillant dans l'obscurité pour s'assurer que rien ne viendrait troubler la vie de la jeune femme qui ignorait jusqu'à son existence. Émilie écoutait, le souffle court, les émotions se mélangeant en elle, la peur, la confusion, la douleur, mais aussi une forme étrange de soulagement. Elle n'était pas folle, elle n'avait pas imaginé le danger. Il était réel, il venait du passé de sa famille, et il la traquait désormais ouvertement. Le lendemain, Coel tenta un dernier recours. Il essaya d'entrer en contact avec certains anciens membres du réseau qu'ils avaient connus autrefois, espérant que Cobra se satisferait d'un avertissement ou d'une réunion discrète pour régler ce qu'il appelait encore une vieille dette. Mais la réponse ne tarda pas à arriver, et elle fut brutale. Une embuscade, surgissant d'un virage, 3 hommes armés, une moto renversée, des coups tirés. Cole reçut une balle dans l'épaule, une autre effleurant sa cuisse. Émilie, projetée au sol, sentit l'instinct de survie prendre le dessus. Elle se souvenait des quelques gestes de défense que Coel lui avait montrés quelques heures plus tôt, presque en plaisantant, sans imaginer qu'elle devrait les utiliser si vite. Mais elle les utilisa. Elle se battit, contre un homme 2 fois plus fort qu'elle, contre la peur paralysante qui menaçait de la submerger. Elle parvint à lui asséner un coup suffisamment violent pour qu'il tombe à terre. C'est à cet instant que Coel, malgré la douleur, réussit à la tirer vers la moto renversée et la redresser. Ils s'enfuirent dans un hurlement du moteur, laissant derrière eux les silhouettes hurlantes de leurs assaillants. Ils roulèrent longtemps jusqu'à atteindre une cabane isolée près d'un lac, un endroit empreint d'une mélancolie étrange.
Coel lui expliqua que c'était là que Thomas avait vécu un temps, avant que les événements tragiques ne viennent bouleverser leur vie. En entrant, Émilie sentit une lourdeur l'envahir, comme si les murs portaient encore les traces du passé. L'odeur du bois humide, des objets oubliés, des souvenirs suspendus dans l'air. Et ce fut là que Margaret les rejoignit. Lorsqu'elle entra dans la cabane et vit Cole blessé, elle s'arrêta net. Son visage exprima d'abord la peur, puis la culpabilité, et enfin une sorte de soulagement amer, comme si elle retrouvait quelque chose qu'elle n'avait pas voulu revoir, mais qui avait toujours fait partie d'elle. Elle s'approcha, posa une main hésitante sur l'épaule de l'homme, et lui dit d'une voix brisée, « Je t'ai accusé à tort pendant toutes ces années. Je croyais que tu avais laissé tomber Thomas. Mais je me trompais. Tu as été le seul à rester fidèle. » Coel baissa les yeux, incapable de répondre. Émilie les observait tous les deux, comprenant qu'elle assistait à une réunion longtemps attendue, une réconciliation silencieuse entre des âmes blessées. Ce soir-là, tandis qu'elle s'asseyait près de la fenêtre, observant le lac refléter les dernières lueurs du jour, elle sentit pour la première fois que la vérité, aussi lourde soit-elle, lui donnait un certain pouvoir. Elle n'était plus la fille tenue dans l'ombre. Elle devenait la femme au centre d'une histoire qu'on avait tenté de lui cacher. Mais elle ne savait pas encore que cette révélation ne serait qu'un prélude à l'affrontement qui les attendait. Car Cobra, désormais sûrement averti de leur regroupement, n'abandonnerait pas si facilement. La nuit tomba lentement sur la cabane, enveloppant les arbres et le lac d'une obscurité qui semblait presque vivante. À l'intérieur, la lumière faiblissante d'une vieille lampe projetait des ombres mouvantes sur les murs, entrelacées comme les souvenirs que chacun tentait malgré lui de retenir ou d'oublier. Émilie restait silencieuse, assise près de la fenêtre, observant les derniers reflets du jour disparaître derrière la ligne sombre de la forêt. Elle sentait encore l'adrénaline de la journée la traverser par vagues irrégulières, comme si son corps refusait de comprendre que le danger immédiat était passé. Coel, assis non loin d'elle, pansait ses plaies avec une persévérance qui semblait tenir autant de la douleur que de la volonté farouche de rester debout. Margaret, quant à elle, se tenait près de la table, les mains serrées l'une dans l'autre, observant les deux silhouettes qu'elle avait tant voulu éloigner l'une de l'autre et qui pourtant se trouvaient maintenant liées par quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le silence dans la cabane était lourd, presque irréel. Il portait les traces de ce qui n'avait pas encore été dit, les aveux que chacun avait commencé à faire, mais n'avait pas eu la force d'achever. Émilie observait sa mère, essayant de comprendre les lignes nouvelles qui se dessinaient sur son visage. La fatigue, la culpabilité, mais aussi une forme de détermination qu'elle n'avait pas reconnue depuis des années. Elle observa ensuite Coel, dont le regard, malgré la douleur évidente, restait fixé sur la porte, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Et elle réalisa qu'il ne pourrait pas rester enfermé dans ce silence bien longtemps. Le passé avait frappé à leur porte, et il n'avait jamais été du genre à patienter. La tension qui régnait dans la pièce finit par devenir presque tangible. Émilie sentit le sol sous ses pieds vibrer imperceptiblement, un frisson lui remontait l'échine, comme si l'air lui-même s'était mis à trembler. Elle se leva lentement, scrutant les ombres dehors, les branches remuées par le vent, les reflets dans l'eau. Ce n'était que la nature, disait-elle à voix basse, tentant d'apaiser quelque chose en elle. Mais au fond, elle savait que ce frisson n'avait rien à voir avec le vent ou la nuit. Quelque chose approchait, et elle le sentait avant même qu'il n'apparaisse. La poignée de la porte émit un léger grincement, si discret qu'il aurait pu passer pour un bruit du bois qui travaille. Mais Cole se redressa brusquement, son regard devenu aussi tranchant qu'une lame. Margaret porta la main à sa bouche, comme si elle venait d'entendre le glas d'un souvenir trop ancien. Émilie recula d'un pas, son souffle retenu, ses yeux fixés sur la porte comme si elle s'attendait à y voir apparaître une ombre sortie de ses cauchemars. Et elle avait raison, car la porte s'ouvrit lentement, dans un mouvement presque cérémonial, révélant la silhouette qu'ils redoutaient tous. Cobra entra sans se presser, son pas mesuré, son visage froid comme la pierre. Il n'avait pas besoin d'armes visibles. Sa présence seule avait le poids d'une menace qu'on ne pouvait ignorer. Ses yeux parcoururent la pièce, analysant chaque détail, chaque respiration, comme s'il inscrivait dans sa mémoire le décor précis de cet instant. Puis son regard s'arrêta sur Émilie, et un sourire mince, calculé, étira brièvement ses lèvres. Ce sourire-là n'avait rien d'humain. Il ressemblait à celui d'un prédateur, enfin face à sa proie. « Je vois que la famille est réunie, dit-il d'une voix calme,
presque douce. Une voix qui contrastait brutalement avec la violence qu'on percevait derrière chacun de ses mots. Margaret étouffa un sanglot, Cole serra les poings malgré la douleur, et Emily sentit ses jambes vaciller un instant, mais elle resta debout, refusant de reculer davantage. Cobra entra complètement dans la cabane et referma la porte derrière lui, d'un geste lent, maîtrisé, comme s'il prenait possession de l'espace. Il s'avança de quelques pas, ses yeux passant de Margaret à Coel, puis revenant à Emily. « Tant d'années passées à fuir, murmura-t-il en penchant légèrement la tête. Pourquoi? Pour qu'au final, vous vous retrouviez tous au même endroit? Le destin est parfois ironique. » Ces mots n'étaient pas une menace directe, mais un rappel cruel du pouvoir qu'il avait exercé autrefois, du pouvoir qu'il pensait exercer encore maintenant. Coel s'interposa instinctivement entre Emily et Cobra, malgré la blessure qui lui faisait serrer les dents. « Si tu touches à un seul cheveu, » commença-t-il, mais Cobra leva la main pour l'interrompre, un geste d'une assurance presque insolente. « Ne joue pas au héros, Coel. Tu n'en as jamais été un, et tu le sais. Tu n'as rien pu faire pour Thomas, et tu ne pourras rien faire pour elle non plus. » Ce nom prononcé à voix haute fit frémir les murs de la cabane dans l'esprit d'Emily. Thomas, son oncle, l'homme dont elle ne connaissait que le nom et dont la mort planait sur sa famille comme une ombre qu'on n'osait jamais affronter. Elle sentit un mélange de colère et de tristesse l'envahir, se mêlant à la peur qu'elle essayait tant bien que mal de contrôler. Margaret fit un pas en avant, ses mains tremblantes, mais ses yeux brillants d'une détermination qu'Emily ne lui avait jamais vue. « Tu n'as plus de pouvoir ici », dit-elle d'une voix bien plus ferme que ce qu'elle imaginait pouvoir prononcer. « Tu ne contrôles plus rien, pas ma vie, pas celle de ma fille, pas celle de Coel. » Cobra émit un petit rire, un rire sans chaleur. « Voilà qui est nouveau, » répondit-il, amusé. « Margaret Carson qui trouve enfin sa voix. Quelle ironie. Il aura fallu attendre la fin de la fuite pour que ta bravoure se manifeste. » Mais quelque chose dans le ton de Margaret avait ébranlé légèrement son assurance. Emily le sentit. Coel le sentit. Même la pièce semblait retenir un souffle. Emily, rassemblant le peu de courage qu'elle sentait encore en elle, fit un pas en avant. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait briser sa cage thoracique. Mais elle fixa Cobra droit dans les yeux. « Vous n'avez plus rien à exiger de nous, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Votre pouvoir est fini. Vous n'avez plus aucun contrôle sur nos vies. » Cobra la fixa longuement, comme s'il cherchait quelque chose dans son regard. Ce qu'il y trouva sembla le déstabiliser, ne serait-ce qu'un instant. Une force nouvelle, un refus catégorique de la peur. Une femme, et non plus une enfant ignorante. Il tourna légèrement la tête, observa Coel puis Margaret, et pour la première fois, quelque chose changea dans ses yeux. Non pas du regret, mais un constat. Une réalisation. Le lien qui l'unissait autrefois à leur peur s'était brisé. Il se redressa, reprit son calme habituel et recula d'un pas. « Très bien, dit-il simplement. Si vous croyez pouvoir vivre avec le poids de vos choix, alors faites-le. Mais souvenez-vous, le passé ne disparaît jamais réellement. » Il se dirigea vers la porte, ouvrit la poignée, et sans un mot de plus, sortit dans la nuit noire. La porte se referma derrière lui, laissant un silence qui sembla d'abord écrasant, puis étrangement libérateur. Emily sentit ses genoux se dérober et s'assit lourdement sur une chaise. Coel ferma les yeux un instant, comme si son corps tout entier se relâchait enfin après une lutte interminable. Margaret s'approcha de sa fille et passa ses bras autour d'elle. Et pour la première fois depuis très longtemps, Emily sentit dans cette étreinte non pas la peur, mais la paix. Les jours qui suivirent Dan furent lents, presque irréels. Coel, malgré ses blessures, mit la cabane en ordre et les encouragea à rester encore quelque temps. Juste assez pour que la menace s'éloigne véritablement. Margaret, libérée d'un poids qu'elle avait porté pendant 2 décennies, retrouvait une lumière dans son regard que sa fille n'avait jamais connue. Et Emily, malgré la fatigue, la peur résiduelle et les cicatrices émotionnelles, commença à ressentir une force nouvelle en elle, une force née du fait d'avoir affronté l'obscurité et d'en être sortie debout. Quelques semaines plus tard, lorsque la vie reprit son cours, quelque chose avait changé. Coel ouvrit un petit garage dans un quartier tranquille, un lieu simple où ses mains pouvaient enfin construire plutôt que se battre. Il venait régulièrement prendre le petit déjeuner avec Margaret et Emily, comme un membre de la famille ayant retrouvé sa place naturelle.
Margaret apprit peu à peu à se libérer de ses angoisses, à laisser Émilie vivre pleinement. Et Émilie, elle, apprit à respirer sans peur, à marcher sans regarder constamment derrière elle. Puis vint le jour où ils décidèrent d'aller ensemble sur la tombe de Thomas Carson. La matinée était fraîche, mais le soleil perçait déjà entre les branches, créant des éclats de lumière sur l'herbe encore humide. Émilie avançait entre sa mère et Coel, sentant leur présence à ses côtés comme deux forces complémentaires, deux piliers qui avaient enfin cessé de fuir. Elle déposa un bouquet de renoncules blanches, ses fleurs préférées lorsqu'elle était enfant, sans savoir pourquoi elles lui semblaient si appropriées. Elle effleura la pierre gravée du nom d'un homme qu'elle n'avait jamais connu, mais qui, pourtant, avait façonné sa vie plus que n'importe quel autre. Elle se sentit soudain légère, non pas parce que le passé avait disparu, mais parce qu'il avait enfin trouvé sa place. Devant elle, sa mère posa une main sur son épaule. Cole se tint près d'elle, les yeux un peu humides. Et Émilie comprit que c'était cela, la famille. Pas un ensemble de secrets ou de fuites, mais des êtres debout ensemble, malgré les cicatrices, malgré les pertes, malgré le temps. Le vent se leva doucement, emportant quelques pétales du bouquet. Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit complète, protégée, libre. Et dans ce silence apaisant, elle sut que leur histoire, désormais, leur appartenait vraiment. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Écrivez en commentaire d'où vous regardez et partagez cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre.